Christophe Nijdam, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste financier du bureau de recherche indépendant Alpha Value et vous venez nous voir aujourd'hui sur le plateau du Revenu TV pour nous parler d'une étude que vous avez publiée sur le marché des produits dérivés. Et vous montrez dans cette étude que ce fameux marché des produits dérivés représente plus de 10 fois le produit intérieur brut mondial à 630 000 milliards de dollars à fin 2012. Alors ce sont des montants astronomiques. Oui, ce sont des montants astronomiques. Alors les chiffres ne sont pas ceux d'Alpha Value, ce sont ceux de la BRI. Il faut dire qu'il y a encore eu une croissance de 10% sur le premier semestre 2013, puisque le montant de nos jours est de 693 000 milliards de dollars. C'est déjà 10 000 milliards de dollars de plus qu'au début de la crise de 2008, et c'est encore 610 000 milliards de dollars de plus que lors du renflouement de LTCM en 1998, qui a déjà fait vaciller via les dérivés la planète finance. À cette époque-là, LTCM représentait, les dérivés au moment de la faillite de LTCM représentaient 3 fois le PIB mondial. Aujourd'hui, on a dépassé les 10 fois, c'est monstrueux. Alors peut-être, il faudrait expliquer, je sais que je vais tomber un peu dans la vulgarisation, qu'est-ce que c'est que ces montants et qu'est-ce que c'est qu'un dérivé. Alors les montants que l'on vient d'évoquer, ce sont des montants notionnels. Un montant notionnel, c'est quoi? C'est tout simplement le plafond garanti dans une assurance. Alors on va prendre l'analogie de l'assurance incendie sur une maison. Ce qui est, disons, transcrit au bilan d'une banque, c'est la prime d'assurance qu'elle va recevoir dans le cas où elle est l'assureur. Ce qui n'apparaît pas dans le bilan de la banque, c'est le plafond garanti de la police d'assurance. C'est ça un montant notionnel. Alors prenons un exemple chiffré juste pour comprendre la nature du risque. On est dans le cadre assurantiel, le risque assuré ne va pas s'avérer tout le temps. Mais admettons que j'ai une assurance incendie, la banque va toucher 500 €, le plafond garanti est de 500 000 €, et puis la maison flambe. Si la maison flambe intégralement, l'assureur devra verser 500 000. Par contre, si ce n'est que la cuisine qui a flambé, le montant de l'indemnité ne sera que de 25 000 €. En tout cas, le risque avéré sera supérieur à la prime encaissée de 500 €. En plus, via les dérivés, par rapport aux assurances traditionnelles, il faut bien voir qu'on n'a pas besoin de faire la preuve de ce qu'on appelle un intérêt assurable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que via les dérivés, je peux prendre une assurance incendie sur la maison de mon voisin. Non seulement ça, mais en plus je peux prendre autant d'assurance incendie sur la maison de mon voisin, à 500 000 € pièce, tant que je paye la police d'assurance à 500 € par police. Du coup, on a ce qu'on appelle le risque de l'aléa moral qui est à son comble et il y a peu de chances que la maison de mon voisin ne parte pas en fumée dans les semaines qui viennent. Alors cette bulle sur les produits dérivés que vous décrivez, est-ce qu'elle représente aujourd'hui encore un risque systémique? Alors oui, elle représente un risque systémique et d'ailleurs c'est le G20 qui à l'époque, en 2009, quand il avait tenté d'identifier les différents risques de contagion, un risque systémique, ça veut dire des faillites en chaîne. Il y avait notamment les dérivés et puis également il y avait la liquidité. Ce sont les deux principaux canaux de risque de faillite en chaîne et il faut effectivement se souvenir que la crise des subprimes dont on a beaucoup parlé s'est propagée au système bancaire mondial via les CDS, via donc une forme de dérivé qui était des polices d'assurance. Lorsque les assureurs étaient insolvables, à ce moment-là, beaucoup de banques qui pensaient être assurées contre ce risque se sont retrouvées avec le risque en question sur les bras. Il faut quand même noter, c'est que sur ce problème de risque systémique, il y a d'autres voix qui commencent un peu à s'élever en ce moment, en disant attention, on revient dans des zones dangereuses. Il y a notamment le secrétaire général de Finance Watch, qui est un ancien trader dérivé, chez BNP Paribas, chez UBS, pour ne pas les nommer. Et puis, il y a aussi le livre de Jean-Michel Nolot, qui est un ancien membre du collège de l'AMF, dont je recommande vivement la lecture. Alors, dans le cadre du projet d'union bancaire en Europe, la Banque centrale européenne doit cette année passer en revue les actifs des banques. Est-ce qu'elle va tenir compte de ce risque dérivé ? Alors, d'après les premières indications qu'on a eues, effectivement, la BCE va faire une revue simple des portefeuilles de dérivés, en plus d'autres portefeuilles, disons,
au bilan. Le vrai problème, c'est qu'il n'est pas, en tout cas c'est pas clair pour l'instant, il est loin d'être certain que la BCE va revoir les modèles internes utilisés par les banques pour valoriser ces dérivés, notamment les dérivés les plus exotiques, donc les non standards. Dans les faits, la BCE, d'ici novembre 2014, qui a beaucoup de pain sur la planche, n'aura ni le temps, ni le capital humain, ni les ressources financières éventuelles nécessaires pour recapitaliser une banque si, en ouvrant les placards de certains dérivés, on y trouvait des cadavres. Il faut quand même bien se rappeler que sur le problématique des dérivés, ou en tout cas des modèles internes qui demandent des moyens humains importants, l'autorité bancaire européenne, l'EBA, est encore en train de recenser, sans avoir vraiment les moyens de faire la différence, les différents modèles internes utilisés pour les actifs pondérés par les risques. Donc au niveau des produits dérivés, au niveau du superviseur, on est encore loin du compte en termes de capacité à challenger ces modèles de valorisation. Au niveau domestique français, il ne faut quand même pas oublier que la fraude Kerviel a été rendue possible tout simplement parce qu'en amont, ni dans la banque, ni chez le superviseur, on avait été capable d'identifier quelque chose qui est du basique, du b.a.-ba au niveau de la gestion des risques, c'est notamment les positions brutes. Chez Dexia, aujourd'hui, il y a 29 milliards d'euros de pertes latentes sur un portefeuille de dérivés notionnels de taux de 450 milliards. Kerviel, que j'ai cité, c'était 5 milliards de pertes pour un notionnel de 50 milliards. La baleine de Londres, qui sont les problèmes qu'a eu JP Morgan l'année dernière, c'était 6 milliards de pertes avérées, là on est en dollars, par rapport à un notionnel de 100 milliards de dollars. Alors que les systèmes de gestion interne du risque de JP Morgan, ce qu'on appelle la value at risk, ne lui indiquaient qu'une perte potentielle de 130 millions de dollars sous 24 heures, avec un intervalle de confiance de 99%. La perte avérée est 50 fois plus importante. C'est tout le problème de ces modèles, c'est qu'en fait, on les maîtrise mal et on a quelque part des centrales nucléaires sans contrôle des circuits de refroidissement. Christophe Nijam, vous avez évoqué Dexia. Est-ce que les banques françaises sont particulièrement exposées ? Oui et non. Elles sont relativement exposées, disons, en montant absolu. Alors là, quelques chiffres, puisqu'on a regardé 38 banques européennes cotées. Celle qui a les plus fortes expositions en matière de notionnel, c'est la Deutsche Bank, avec 56 000 milliards d'euros. La BNP est classée numéro 2 avec 48 000 milliards d'euros. Ensuite, on a en 8e position la Société Générale, le Crédit Agricole en 9e et Natixis en 12e. Alors, on a un référent, on a un marqueur, une sorte de benchmark qui permet justement, disons, par rapport à ces chiffres astronomiques de un peu plus relativisé, c'est le Crédit Mutuel CIC qui n'est pas coté en bourse, qui a aussi des activités de dérivés parce que dans ces activités de dérivés, parfois, il faut fournir à ses clients des assurances sur la hausse des taux, etc. Le Crédit Mutuel CIC, en termes de dérivés, ça n'est que 600 milliards d'euros, 80 fois moins que la BNP. Donc en montant absolu, certaines de ces banques françaises, oui, ont des montants importants. En relatif, ce sont les banquiers suisses qui nous dépassent très largement parce que le Crédit Suisse, ses engagements hors bilan en dérivés notionnels, c'est 86 fois le PIB de la Suisse. La BNP que j'ai citée tout à l'heure, c'est la 5e position européenne avec 24 fois le PIB de la France. La SocGen, c'est 10 fois le PIB de la France. Crédit Agricole, c'était 8 fois. Natixis, 3 fois. Et le Crédit Mutuel que j'ai déjà mentionné, c'était 0,3 fois. Alors, par rapport à l'argument de certaines banques qui est de dire « oui, mais c'est très rentable pour nous », eh bien, j'ai tendance à pointer vers la première capitalisation boursière mondiale bancaire qui s'appelle Wells Fargo, qui est une banque américaine. Et chez Wells Fargo, les dérivés, les notionnels, c'est 0,25 fois, donc 25% du PIB US. C'est bien moins que les gros acteurs dits « too big to fail ». Je note au passage que le premier actionnaire de Wells Fargo, c'est l'investisseur légendaire M. Warren Buffett, qui en 2003 a
clairement indiqué publiquement que les dérivés, c'était des armes de destruction massive. Et on a vu dès 2007-2008 que cette prophétie s'est avérée via les subprimes, via les dérivés, circuits de contagion. Alors pour dégonfler la bulle sur les produits dérivés, vous êtes partisan d'une taxe sur les transactions financières, mais uniquement sur ces mêmes produits dérivés. Oui, la taxe sur les transactions financières a deux volets. Un premier volet sur les produits cash, aux hauteurs de 0,10%, donc produits cash, actions, obligations, PCVM. Je le dis tout de go, cette taxe-là est stupide. L'intérêt de la taxe sur les produits dérivés, qui ne serait qu'à hauteur de 1/10 de la première, 0,01%, c'est un point de base, c'est que cela permettrait effectivement d'abattre les volumes des dérivés qui sont devenus astronomiques et dont plus de 90% ont une légitimité un peu plus douteuse. Allez, on va employer le mot un peu plus spéculative. Certaines études ont déterminé, notamment des études qui émanent de Bruxelles, que ce point de base sur les dérivés, en termes de taxation, ça serait le grain de sable qui ferait qu'à peu près 75% des opérations actuelles ne seraient plus rentables, donc ne pourraient plus être entreprises. Si vous suivez mon raisonnement, actuellement, les dérivés vraiment utilisés par des contreparties finales, donc l'économie réelle, c'est moins de 10% du volume. Si on abat de 75% via la TTF les volumes un peu plus spéculatifs, on se retrouve avec un marché global de l'ordre de 25%, 10% pour les contreparties finales et aux alentours de 15% pour l'assureur et le réassureur, les fameux teneur de marché. On revient à ce moment-là à des volumes par rapport aux 10 fois le PIB mondial aujourd'hui, de l'ordre de 2,5 fois à 3 fois le PIB mondial. Et là, on est évidemment dans les ordres de grandeur, c'est beaucoup plus raisonnable, rationnel, et l'économie réelle sera correctement servie. Christophe Nijdam, merci. C'est moi qui vous remercie.